Ma femme, Juliette, a ouvertement dit à sa mère, Isabelle, qu'elle ne pouvait pas rester mariée à quelqu'un qui gagnait si peu. J'ai accepté toutes ces conditions. Un mois plus tard, son avocat, Bernard Dubois, a appelé en panique, demandant pourquoi elle avait caché ce qui se trouvait dans la lettre qu'il venait de recevoir. Je n'étais pas censé être à la maison. C'est le détail qui résonne encore dans ma tête. Net et clair comme une cloche un matin d'hiver. La réunion pour la subvention à la Fondation Rue de la Paix a été annulée à la dernière minute. Quelque chose à propos du fonds ayant une urgence familiale. Donc, me voilà entrant par notre porte arrière à 15h un mardi, un sac de messager en bandoulière sur une épaule. Un café à emporter de la boutique du coin, tiédissant dans ma main. La lumière de novembre entrait par la fenêtre de la cuisine sous un certain angle, attrapant les grains de poussière dans l'air. J'ai pu entendre la voix de Juliette avant de la voir. Elle était dans le salon et elle avait sa mère en haut-parleur. Je le sais parce que la voix d'Isabelle a cette qualité nasale particulière qui traverse les murs. « Maman, je ne peux plus faire ça », a dit Juliette. Sa voix était stable, résolue, ni triste, ni en conflit, juste terminée. Je demande le divorce. J'ai arrêté de bouger. La tasse de café m'a semblé soudainement lourde dans ma main. Dieu merci, a répondu Isabelle, et je pouvais presque l'entendre se caler dans le fauteuil coûteux où elle était assise. J'attendais que tu vois clair, ma chérie. Je veux dire, 35 000 € par an à son âge. Juliette a ri. Ce sont courts et amers. Je ne peux plus vivre comme ça. Je mérite mieux que ça. Tu le mérites absolument, a dit Isabelle. C'est tant que tu lui as donné. C'est plus que généreux. Il est juste si content d'être un moins que rien, tu sais, à brasser des papiers dans cette petite œuvre de charité. Aucune ambition, aucune motivation, aucun feu. Eh bien, a dit Isabelle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Au moins, il ne se battra pas. Les hommes comme ça ne le font jamais. Elles ont toutes les deux ri alors. Pas un rire nerveux, pas un rire coupable, juste un amusement sincère à l'image de moi, l'homme trop petit pour se défendre. Je suis resté là, dans ma propre cuisine, tenant mon café, écoutant ma femme discuter de mes funérailles alors que j'étais encore en vie. Mais voici le truc, je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas senti mes mains trembler ni ma vision devenir rouge. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté, froide et tranchante, et absolument certaine. On ne discute pas avec quelqu'un qui a déjà écrit votre éloge funèbre. On les laisse simplement enterrer la version de vous qu'ils ont inventée. Je me suis dirigé silencieusement vers la deuxième chambre que nous utilisions comme bureau. J'ai posé mon sac, je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre et j'ai regardé les feuilles tomber du chêne dans le jardin de notre voisin. Je suis resté assis là pendant 1 heure pendant que Juliette et sa mère parlaient de son nouveau départ, de son nouveau chapitre, de sa libération du fardeau d'être mariée à quelqu'un de si agressivement médiocre. Quand je me suis finalement levé, je savais exactement ce que j'allais faire, ou plus exactement, ce que je n'allais pas faire. Je n'allais pas expliquer, je n'allais pas me défendre, je n'allais pas révéler une seule carte que je tenais. J'allais simplement la laisser quitter la table pendant qu'elle pensait encore qu'elle gagnait. Ce soir-là, j'ai fait des spaghettis. Rien de chic, juste des pâtes et de la sauce en bocal, le genre que je faisais toujours les soirs de semaine. Juliette s'est assise à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone, tapotant 2 fois sur les photos, remarquant à peine l'assiette que je posais devant elle. Nous avons mangé en silence pendant peut-être 10 minutes. Puis elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec cette expression que je l'avais vue pratiquer dans le miroir, sérieuse mais sympathique, ferme mais gentille. Nous devons parler de notre situation, a-t-elle dit. D'accord, ai-je répondu. Je pense que nous savons tous les deux que cela ne fonctionne plus. Je veux le divorce. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai laissé la pause s'étirer juste assez longtemps. Si c'est ce que tu veux. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle s'attendait à une résistance, des larmes peut-être, ou au moins une sorte de négociation. Vraiment? Tu ne vas pas te battre contre ça? Est-ce que ça te ferait changer d'avis? Non, a-t-elle dit rapidement. Non, ça ne le ferait pas. Alors il n'y a rien à combattre. J'ai vu le soulagement envahir son visage. Ses épaules se sont détendues, sa mâchoire s'est desserrée. Elle s'était préparée pour la bataille,
et je venais de lui remettre les clés du château. J'apprécie que tu sois mature à ce sujet, a-t-elle dit, et il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'affection dans sa voix, le genre que l'on utiliserait avec un chien qui a enfin appris à ne pas monter sur les meubles. Si vous lisez encore ceci, vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai rien dit à ce moment-là, pourquoi je ne suis pas entré dans cette pièce quand je l'ai entendu au téléphone et ne lui ai pas jeté la vérité au visage. Plus de 97% des gens arrêtent de lire des histoires comme celle-ci avant de comprendre. Mais si vous restez avec moi, vous verrez pourquoi le silence est parfois plus tranchant que n'importe quel argument. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Juliette a engagé Bernard Dubois 3 jours plus tard. Je le sais parce qu'elle m'en a parlé au petit déjeuner, fière d'elle d'être si proactive. Bernard avait un bureau en centre-ville avec des murs en verre et une vue sur la Seine. Il conduisait une Tesla et avait l'habitude d'incliner la tête avec sympathie tout en expliquant des choses que vous compreniez déjà. Notre première réunion s'est déroulée sur Zoom. Je me suis assis dans la chambre bureau avec mon ordinateur portable pendant que Juliette était assise dans le vrai bureau de Bernard, les murs en verre derrière elle montrant d'autres avocats faisant des choses d'avocats. Maintenant, monsieur Chevalier, a dit Bernard, sa voix aussi douce que des galets de rivière. Nous aurons besoin d'une divulgation complète de tous les actifs, des sources de revenus, des comptes de retraite, de toute propriété, des véhicules, de tout. Je gagne 35 000 € par an à la Fondation Rue de la Paix, ai-je dit. J'ai un plan d'épargne retraite d'une valeur d'environ 10 000 €. C'est tout. Bernard a échangé un regard avec Juliette. Je l'ai vu, même à travers l'écran. Ce petit regard qui disait exactement ce qu'ils pensaient tous les deux. Aucun autre revenu, a insisté Bernard. Des entreprises parallèles, du travail indépendant, des héritages en attente. Je fais du travail de consultation pour une société de gestion immobilière, ai-je dit. Peut-être 3 700 € par an. Je peux vous envoyer mes déclarations d'honoraires si vous en avez besoin. Bernard a fait un geste de la main. Ce ne sera pas nécessaire pour un montant aussi minime. Et c'est ainsi qu'il a rejeté Blanchard Immobilier SARL. 15 millions d'euros en biens immobiliers réduits à quelque chose qui ne valait pas la paperasse. Le partage des actifs s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre. Juliette voulait l'appartement dans le quartier du Marais. Il valait 315 000 € avec environ 165 000 € encore sur l'hypothèque. J'ai accepté immédiatement. Vous êtes sûr, a demandé Bernard, avec cette même inclinaison de tête sympathique. Vous auriez droit à la moitié de la valeur nette. C'est environ 74 000 €. Elle peut l'avoir, ai-je dit. Je trouverai un autre endroit. Bernard a ri. Pas méchamment, juste sincèrement surpris. Monsieur Chevalier, je dois vous dire que c'est très inhabituel. La plupart des gens se battent plus fort pour beaucoup moins. La plupart des gens veulent des choses différentes de moi. Juliette était toujours dans la pièce avec Bernard quand j'ai dit ça. Je l'ai entendu chuchoter, à peine capté par le microphone, je te l'avais dit, aucune colonne vertébrale. Nous avons partagé le compte d'épargne en 3 800 € chacun. Elle a demandé la moitié de mon plan d'épargne retraite, et j'ai accepté cela aussi. L'ensemble du processus a pris moins de 2 heures de conversation réelle répartie sur 3 semaines. J'ai déménagé un samedi de début décembre. J'ai trouvé un studio à Belleville, l'un de ces nouveaux immeubles avec des briques apparentes et de hauts plafonds qui coûtaient 875 € par mois. J'ai emballé tout ce qui m'importait vraiment dans ma Renault Clio en 2 voyages, vêtements, livres, mon ordinateur portable, la montre de poche de mon grand-père que je gardais dans une boîte en bois sur la commode. Juliette n'était même pas à la maison quand je suis parti. Elle était allée à un cours de fitness dans une boutique avec ses amis. Elle m'a laissé un mot sur le réfrigérateur, tenu par un aimant en forme de flamant rose, n'oublie pas de nettoyer le garage. Tu l'as promis. J'ai nettoyé le garage, je l'ai balayé, j'ai organisé les outils qu'elle gardait, j'ai tout laissé exactement comme elle le voudrait. Puis j'ai conduit jusqu'à mon nouvel endroit et j'ai déballé en silence. Le studio était petit mais propre, murs blancs, parquet, une cuisine qui n'était en réalité qu'un comptoir avec un évier et une cuisinière à 2 feux. J'ai acheté un futon à quelqu'un sur le bon coin, un fauteuil usé pour 40 €, une petite table dans une friperie et une lampe qui vacillait légèrement mais donnait une bonne lumière pour lire. Les amis de Juliette ont vu l'endroit une seule fois, l'une d'elles m'a aidé à prendre une boîte que j'avais oubliée.
La nouvelle m'est revenue par un collègue dont la sœur fréquentait le même studio de yoga que Juliette. Apparemment, elle avait dit à tout le monde, il vit à Belleville maintenant, il essaie d'avoir l'air branché. C'est en fait un peu triste. 875 € par mois pour un placard glorifié. À sa mère, elle a dit, le divorce se passe si bien. Il ne s'est battu pour rien. Je pense qu'il sait qu'il a eu de la chance d'être marié avec moi aussi longtemps. À Bernard, lors d'une de leurs dernières réunions, elle a dit, je me sens presque coupable de la facilité avec laquelle cela se passe, presque. Mais je ne peux pas vivre ma vie liée à quelqu'un qui est heureux d'être pauvre. J'ai entendu tout cela de seconde main, par bribes filtrées par des amis d'amis et le petit monde étrange de Paris. Chaque commentaire confirmait ce que je savais déjà, elle avait écrit son histoire, et je n'étais qu'une note de bas de page, le mari triste qui ne pouvait pas suivre. Et je l'ai laissé le croire. Ce que personne n'a vu, c'est le courrier que je récupérais 2 fois par semaine à la boîte postale que j'avais maintenue pendant 6 ans, les relevés trimestriels de Blanchard Immobilier, les mises à jour de la société de gestion concernant l'immeuble de Montmartre qui avait besoin de nouvelles fenêtres, le renouvellement du bail de l'espace commercial de Saint-Germain-des-Prés, la notification que le duplex du quartier Fan avait un nouveau locataire. Personne ne le savait parce que personne ne demandait. Laissez-moi vous parler de mon grand-père. Théodore Blanchard a commencé à acheter des propriétés à Paris en 1968. Il avait 38 ans, un vétéran revenu de Corée avec un esprit vif pour les chiffres et une profonde méfiance envers tout ce qui était tape à accent grave-l'œil. Il a acheté son premier immeuble à Montmartre pour 16 500 € alors que tout le monde fuyait vers les banlieues. Henri, m'a-t-il dit une fois quand j'avais 22 ans et que je l'aidais à inspecter la propriété. La vraie richesse murmure. Les gens qui ont besoin que vous sachiez qu'ils sont riches sont ceux qui ne le sont pas. Tu protèges le travail de cette famille en étant le genre d'homme que personne ne soupçonne. Ma mère était Catherine Blanchard. Elle a épousé mon père, François Chevalier, qui enseignait le français dans un lycée public et n'a jamais gagné plus de 41 500 € par an de sa vie. Elle a pris son nom, et quand je suis né, ils m'ont nommé Henri Blanchard Chevalier. Le deuxième prénom était une exigence de mon grand-père Théodore, un rappel de mes origines. Maman est morte quand j'avais 16 ans, accident de voiture sur l'autoroute A4, verglas, au mauvais endroit au pire moment. Théodore m'a aidé à m'élever après ça. Il m'a appris la gestion immobilière, les relations avec les locataires, l'entretien des bâtiments pour qu'ils durent des générations au lieu de décennies. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement, disait-il pendant que nous remplacions une rampe ou vérifions un four. Il s'agit d'être un bon intendant. Ces bâtiments seront là longtemps après notre départ. Notre travail est de nous assurer qu'ils sont toujours debout. Théodore est mort 2 ans après mon mariage avec Juliette. Crise cardiaque, rapide et nette, comme il l'aurait voulu. Il avait 89 ans. Les funérailles ont été modestes. Juliette est venue, a porté une robe noire appropriée, a dit des choses appropriées à des personnes appropriées. Elle n'a jamais posé de questions sur l'entreprise. Ne s'est jamais demandé pourquoi tant de gens qui semblaient bien connaître Théodore étaient présents. N'a jamais remis en question pourquoi l'avocat, Gérard Lambert, m'a pris à part et m'a dit, appelez-moi dans quelques semaines. Nous devons discuter des volontés de votre grand-père. Elle a supposé que c'était juste des affaires de funérailles, des papiers de succession, peut-être un petit héritage, quelques milliers d'euros, assez pour couvrir les frais funéraires. Elle n'a jamais demandé. Le testament avait des conditions très spécifiques que Gérard m'a expliquées dans son bureau pendant des semaines après que nous ayons enterré Théodore. Le bureau se trouvait sur l'île de la Cité, dans l'une de ces vieilles maisons de ville en briques qui semblent être là depuis la fondation de Paris. C'était probablement le cas. Gérard avait 68 ans à l'époque, avec des cheveux blancs et des lunettes de lecture qu'il portait sur une chaîne autour du cou. Il avait été l'avocat de Théodore pendant 40 ans. Ton grand-père était très particulier à ce sujet, Henri, a dit Gérard en faisant glisser un dossier sur son bureau. Le portefeuille te sera transféré sous des circonstances spécifiques. J'ai lu les conditions, toutes. Les propriétés seraient transférées à Henri Blanchard Chevalier, nom légal complet sur tous les documents. Si j'étais célibataire au moment de la réclamation, le transfert était automatique. Si j'étais marié, mon épouse devait soit être une Blanchard de sang, soit nous avions besoin d'un contrat de mariage protégeant les actifs familiaux, soit je devais restaurer Blanchard dans mon identité légale au moins 24 mois avant de réclamer l'héritage, puis me séparer légalement de mon épouse. Il voulait te donner du temps, a dit Gérard tranquillement.
Le temps de savoir avec qui tu t'étais marié, le temps de protéger ce que 3 générations ont construit. Il y avait aussi une lettre, de l'écriture de Théodore. Henri, je te donne un choix et une sauvegarde. Si ta femme t'aime pour ce que tu es, ces conditions n'auront pas d'importance. Si ce n'est pas le cas, elles te protégeront de la perte de tout ce pour quoi ta famille a travaillé. Je fais confiance à ton jugement, mais je fais aussi confiance à la nature humaine. Choisis judicieusement. Je me suis assis dans mon studio 2 ans après la mort de Théodore, 4 ans après mon mariage, et j'ai fait mon choix. Je suis allé à la préfecture, j'ai obtenu un nouveau permis de conduire avec mon nom légal complet, Henri Blanchard Chevalier, j'ai mis à jour mon passeport, j'ai rempli les formalités auprès de la sécurité sociale. Cela a pris 3 visites et environ 45 € de frais, mais à la fin de janvier, chaque document légal que j'avais montrait ce deuxième prénom. Juliette a remarqué le nouveau permis un soir alors que je le sortais pour le montrer au barman dans un restaurant. « Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Blanchard ?» a-t-elle demandé. « C'est mon deuxième prénom », ai-je dit. « Il l'a toujours été. »« Depuis quand l'utilises-tu » ?« Depuis que j'ai décidé d'honorer ma mère et mon grand-père. » C'est sentimental. Elle a roulé des yeux. Peu importe ce qui te fait te sentir mieux dans ta peau. Je suppose que c'était toute la conversation. Elle n'a jamais posé de questions sur la famille Blanchard. N'a jamais cherché le nom sur Google. Ne s'est jamais demandé s'il y avait plus à l'histoire. Elle est simplement retournée faire défiler Instagram. J'ai attendu 3 ans de plus. J'ai regardé notre mariage se détériorer au ralenti. J'ai écouté ses plaintes concernant l'argent devenir de plus en plus fortes et fréquentes. Je l'ai entendu dire à ses amis que je n'avais aucune ambition. Je l'ai regardé me comparer à leur mari qui gagnait 6 chiffres et conduisait des voitures neuves. Je ne me suis jamais défendu. Je n'ai jamais souligné que j'avais fait des choix différents pour des raisons différentes. Je n'ai jamais mentionné que je travaillais à la Fondation Rue de la Paix parce que je croyais réellement au travail, pas parce que je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai juste attendu. Et quand elle a finalement demandé le divorce, quand elle a finalement dit à voix haute ce qu'elle pensait depuis des années, je n'ai ressenti que du soulagement parce que le temps était écoulé. Les 24 mois étaient passés depuis 11 mois. Chaque condition que Théodore avait écrite dans ce testament était maintenant satisfaite. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que la séparation soit officielle. 3 semaines après avoir emménagé dans le studio, j'ai appelé Gérard Lambert. Maître Lambert, c'est Henri Chevalier. Henri. Sa voix était chaude, sans surprise. Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. La séparation est définitive. J'ai rempli toutes les conditions. Venez me voir mardi matin, 10 h. Nous allons officialiser tout ça. Le cabinet d'avocats était exactement le même qu'il y a 6 ans. Même extérieur en briques, même plaque de laiton près de la porte, même tapis orientaux dans la salle d'attente. Gérard m'a accueilli dans la salle de conférence où un portrait de Théodore était accroché au mur dans un lourd cadre doré. « Ton grand-père serait fier », a dit Gérard en me serrant la main. « Pas du divorce, bien sûr, mais de ta patience. » Il disait toujours, « Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent tranquillement. » En effet, il le disait. Gérard a étalé les documents sur la table en acajou, acte de propriété, document de transfert de la société à responsabilité limitée, état financier remontant à des décennies. Les chiffres étaient stupéfiants, même si je les avais déjà vus sur les relevés trimestriels. 8 propriétés résidentielles dans le quartier Fan, valeur totale de 3,9 millions d'euros. 6 propriétés résidentielles à Montmartre, valeur totale de 2,6 millions d'euros. 4 propriétés commerciales à Saint-Germain-des-Prés et Choco-Slip, valeur totale de 5,6 millions d'euros. 5 immeubles à usage mixte disséminés dans Paris, valeur totale de 2,9 millions d'euros. Des réserves de trésorerie de 820 000 euros. Un revenu net annuel après toutes les dépenses et les frais de gestion immobilière de 590 000 euros. Valeur totale du portefeuille, 15 millions d'euros. La société à responsabilité limitée est transférée à ta seule propriété aujourd'hui, a dit Gérard. La société de gestion continuera ses opérations, sauf instruction contraire de ta part. Tu recevras des distributions trimestrielles. Le revenu net annuel actuel est d'un peu plus de 590 000 euros. J'ai regardé les chiffres. Ils ne semblaient pas réels, même si je savais qu'ils arrivaient. Et mon ex-femme, ai-je demandé,
n'a aucune réclamation légale que ce soit. Les propriétés n'ont jamais été des biens matrimoniaux. La société à responsabilité limitée a été créée en 1968, des décennies avant votre mariage. Vos honoraires de consultation étaient des paiements légitimes pour un travail de conseil, dûment imposé et documenté. Il n'y a aucun motif de contestation. Elle ne sait rien de tout cela. Le sourire de Gérard était léger, professionnel. Alors tu l'as protégé exactement comme Théodore l'avait prévu. J'ai signé les documents de transfert. Chaque signature semblait lourde, permanente. Gérard a versé 2 verres de Calvados Père Magloire, la marque préférée de Théodore. À Théodore, a dit Gérard en levant son verre. Et à la sagesse, aux décisions tranquilles, ai-je répondu. Nous avons bu. Le Calvados brûlait en descendant, chaud et rassurant. Tu voudras informer son avocat, a dit Gérard alors que je partais. Courtoisie professionnelle. Fais-lui savoir qu'il n'y a pas eu de dissimulation d'actifs. Ces propriétés n'ont tout simplement jamais été des biens matrimoniaux au départ. Je vous laisse vous en occuper, ai-je dit. Gérard a hoché la tête. J'enverrai la lettre lundi. Je suis resté assis dans ma Renault Clio sur le parking pendant 10 minutes après avoir quitté le bureau de Gérard. Le soleil d'hiver était faible à travers le pare-brise. Mes mains reposaient sur le volant, stable et calme. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas vengé, je me sentais juste installé, comme un verrou qui s'enclenche. Je suis retourné à Belleville, j'ai préparé un sandwich à la dinde, j'ai lu pendant 1 heure, je me suis couché tôt. Le lendemain, j'avais du travail à la fondation, des rapports de subvention à examiner, des feuilles de calcul de budget à mettre à jour, le même travail que je faisais depuis 6 ans. Rien n'avait vraiment changé, sauf que tout avait changé. 3 jours plus tard, Juliette m'a envoyé un texto. On prend un café? Restons civilisés. J'ai accepté. Elle a choisi le Procope à Belleville, l'un de ces endroits avec du café filtré, des meubles minimalistes où un latte coûte 6 €. Elle est arrivée vêtue d'une nouvelle tenue de sport au Lululemon, probablement. Ses cheveux fraîchement méchés de cette manière coûteuse qui est censée paraître naturelle. Elle portait un sac de créateur que je n'avais jamais vu auparavant, en cuir couleur crème avec des ferrures dorées. Tu as la même apparence, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à mon polo de la Fondation rue de la Paix et à mon jean. Devrais-je avoir une apparence différente? Je pensais juste que tu aurais peut-être plus de mal, tu sais, avec l'adaptation. Je vais bien. Vivre à Belleville doit être cher pour toi. C'est 875 € par mois. Je me débrouille. Elle s'est visiblement détendue. C'est bien. J'avais peur que tu reviennes demander de l'aide ou quelque chose comme ça. Elle a parlé pendant 20 minutes de son nouveau chapitre, pensé à obtenir une certification de décoratrice d'intérieur, peut-être lancer un blog sur le style de vie, éventuellement déménager dans un meilleur quartier, quelque chose avec plus de caractère. Tu pourrais faire quelque chose comme ça, aussi, a-t-elle dit en sirotant son latte au lait d'avoine. Te réinventer. Suivre des cours, trouver un meilleur travail. Je suis content où je suis. Elle m'a jeté ce regard, celui que j'avais vu 1000 fois, pitié mêlée de déception. Ça a toujours été ton problème, Henri. Tu es trop content avec trop peu. Le serveur a apporté l'addition, 22 € pour 2 lattes et un scone que Juliette avait picoré mais pas mangé. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai placé ma carte dans le dossier. Je peux payer ma part, a dit Juliette, mais elle n'a pas tendu la main vers son sac à main. C'est pour moi. Le serveur est revenu avec le reçu. J'ai laissé un billet de 50 €, j'ai signé, je me suis levé. Les yeux de Juliette se sont posés sur le reçu. Je l'ai vu faire le calcul. C'est un pourboire très généreux, a-t-elle dit lentement. Elle travaille dur. Elle le mérite. Depuis quand jettes-tu l'argent par les fenêtres? Je ne le jette pas par les fenêtres. Je le dépense avec un salaire de 35 000 €. Je budgétise soigneusement. J'ai repoussé ma chaise. Prends soin de toi, Juliette. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue toujours assise à la table, fixant le reçu que le serveur avait laissé. 1 mois après que notre séparation soit devenue officielle, une enveloppe de couleur crème est arrivée au bureau de Bernard Dubois. Elle est arrivée par coursier, marquée, privé et confidentiel,
avec une adresse de retour embossée à l'encre bleu foncé. Bernard l'a ouverte à son bureau, s'attendant probablement à une correspondance juridique de routine. Ce qu'il a eu, ce sont 3 paragraphes qui ont fait refroidir son café. Cher maître Dubois, ce cabinet représente la succession de Théodore Blanchard et les intérêts actuels de Henri Blanchard Chevalier concernant Blanchard Immobilier SARL. Nous vous écrivons pour vous informer du récent transfert des dites propriétés à Monsieur Chevalier à compter du 15 janvier. Ces actifs, totalisant environ 15 millions d'euros, étaient détenus en fiducie et ont maintenant été transférés à la seule propriété de Monsieur Chevalier conformément au terme du dernier testament de Théodore Blanchard. Veuillez noter que Blanchard Immobilier SARL a été créé en 1968 et n'a jamais été un bien matrimonial. Les honoraires de consultation de Monsieur Chevalier, précédemment déclarés sur les déclarations de revenus, représentaient une compensation de conseil légitime de la part de la SARL. Aucun bien matrimonial n'a été mêlé aux opérations de la SARL. Votre cliente, Madame Juliette Chevalier, n'a aucune réclamation légale sur ses propriétés car elles n'ont été ni acquises pendant le mariage ni financées avec des actifs matrimoniaux. Nous fournissons cette notification à titre de courtoisie professionnelle. Si vous avez des questions concernant la structure ou la chronologie de ces avoirs, veuillez contacter notre bureau. Respectueusement, Gérard Lambert, maître. Bernard l'a lu 2 fois, puis 3 fois. Il a sorti mon dossier sur son ordinateur, a examiné les formulaires de divulgation financière, les déclarations de revenus que j'avais fournies montrant 35 000 € de la fondation et 3 700 € de revenus d'honoraires de Blanchard Immobilier SARL. Il avait rejeté ces honoraires de consultation comme de la petite monnaie, 3 700 € par an pour un petit boulot de gestion immobilière. Il a cherché sur Google, Blanchard Immobilier Paris. Les résultats se sont chargés lentement, chacun pire que le précédent, Le Figaro 2019, prix de la préservation historique décerné à Blanchard Immobilier pour le projet de rénovation de Montmartre. Annonce immobilière commerciale 2021, Blanchard Immobilier acquiert un espace de vente au détail à Saint-Germain-des-Prés pour 1,65 million d'euros. Profil de Paris Match 2018, l'héritage tranquille de Théodore Blanchard et son approche du développement immobilier durable. Les mains de Bernard tremblaient alors qu'il attrapait son téléphone. Juliette était au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, brunch du dimanche avec ses amis, mimosa et toast à l'avocat, et conversation sur qui sortait avec qui. Son téléphone a vibré. Le nom de Bernard sur l'écran. Bernard, je suis avec des gens. Est-ce que ça peut attendre? Non. Sa voix était tendue, une panique contrôlée. Vérifie tes emails tout de suite. De quoi s'agit-il? Ton ex-mari. Celui dont tu as dit qu'il gagnait 35 000 € par an. C'est le cas. Il vient aussi d'hériter d'un portefeuille immobilier de 15 millions d'euros. Le verre de mimosa s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. La table est devenue silencieuse. Tout le monde la regardait. Quoi? Blanchard Immobilier? L'entreprise de son grand-père? Lui as-tu déjà posé des questions sur son deuxième prénom? Son deuxième prénom? Blanchard. Henri Blanchard Chevalier. La famille Blanchard possède des propriétés à Paris depuis 1968. C'est impossible. Nous étions fauchés. Nous avions du mal à payer les factures. Non. Tu pensais que vous aviez du mal. Il percevait des honoraires de consultation d'un portefeuille de 15 millions d'euros pendant que tu le traitais de raté. Juliette s'est excusée, s'est dirigée vers les toilettes sur des jambes chancelantes, s'est enfermée dans une cabine et a lu l'email transféré sur son téléphone avec des mains qui ne cessaient de trembler. Les mots ne changeaient pas, peu importe combien de fois elle les lisait, 15 millions d'euros. Aucune réclamation légale. Courtoisie professionnelle. Elle a essayé de se souvenir. Avait-elle déjà posé des questions sur sa famille, sur le nom Blanchard, sur ses honoraires de consultation sur les déclarations de revenus? Non, elle avait supposé. Elle avait rejeté. Elle ne s'était jamais donné la peine de regarder plus en profondeur parce qu'elle pensait déjà savoir tout ce qui valait la peine d'être su. Elle a rappelé Bernard. Pouvons-nous contester cela? Il doit y avoir quelque chose. Contester quoi, Juliette? Des propriétés qui existaient avant ta naissance, qui n'ont jamais fait partie de ton mariage, qu'il ne pouvait légalement réclamer qu'après votre séparation? Il m'a menti. Non, il a omis et parfaitement légalement. La SARL lui a versé des honoraires de consultation, qu'il a déclarés aux impôts.
Les propriétés n'étaient pas à lui à réclamer avant le transfert de la fiducie après la séparation. Chaque condition a été remplie. Chaque document est en ordre. Il a planifié cela. Peut-être, mais il l'a fait dans les règles. Je n'ai aucune qualité pour agir ici. Aucune. Tu as renoncé à tes droits sur un homme qui s'est avéré avoir des actifs dont tu ignorais l'existence, des actifs qui n'ont jamais été des biens matrimoniaux au départ. Elle a raccroché, et resté là dans la cabine des toilettes, le brunch coûteux oublié, le sac de créateur lourd sur son épaule, et il l'avait laissé faire sans un seul mot de correction. 2 heures plus tard, Juliette se tenait devant mon studio, frappant à la porte. Je l'ai ouverte lentement. J'avais lu, toujours en pantalon de jogging et en vieux t-shirt. « Espèce d'enfoiré », a-t-elle dit en me bousculant. « Entre, je suppose. 15 millions d'euros. Veux-tu du thé ? Ne me propose pas de thé. Tu m'as menti. » Je me suis assis. Je n'ai jamais menti. Tu m'as laissé croire que tu étais pauvre. Je gagne 35 000 euros par an. Tu as hérité d'une fortune. Après notre séparation. Vérifie les dates. Elle m'a regardé, le mascara coulé. C'était prévu. Tu savais pour le testament. Mon grand-père est mort il y a 7 ans. Je n'ai pas prévu ça. Mais tu connaissais les conditions. Oui. Et tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Elle s'est effondrée sur mon futon, la tête dans les mains. Nous étions mariés. De la même manière que tu n'étais pas censé m'appeler un moins que rien à ta mère. Sa tête s'est redressée. Tu as entendu ça? J'étais dans la cuisine. Tu l'avais en haut-parleur. Henri, je ne voulais pas dire, si, tu le voulais. Tu pensais que j'étais inférieur à toi. Et tu avais raison sur une chose, j'étais content. Je le suis toujours. Simplement pas avec toi. Le silence a rempli l'appartement. Si tu m'avais parlé de l'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Si l'argent était la seule chose qui te retenait, alors cela allait toujours arriver. Sa voix s'est brisée. Nous pouvons arranger ça. Recommencer. Les papiers sont déposés. S'il te plaît, Henri, j'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Je t'ai offert tout ce que je suis réellement. Tu as tout rejeté. J'ai rejeté le fait d'être pauvre. Exactement. Et maintenant tu as ce que tu voulais, la maison, le nouveau départ. Je ne veux pas de ça. Je veux nous arranger. Tu ne peux pas arranger quelque chose que tu as déjà jeté. Tu ne veux pas de moi. Tu veux mon portefeuille. Elle s'est levée. Je t'aimais. Au passé. J'ai remarqué. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai tenue ouverte. Je ne fais rien. Tu l'as déjà fait. Elle est sortie. La porte s'est refermée. Je suis retourné à ma chaise et j'ai repris mon livre. 2 semaines plus tard, Le Figaro a publié un article dans sa section Affaires du dimanche. Le titre était « Une nouvelle génération prend la tête de l'historique Blanchard Immobilier ». Il y avait une photo de moi debout devant l'une des propriétés de Montmartre que nous venions de finir de rénover, costume bleu marine, chemise blanche, sans cravate. J'avais l'air à l'aise, confiant, comme si j'appartenais à cet endroit. L'article parlait de l'héritage de Théodore, de l'accent mis par le portefeuille sur la préservation historique, des décennies d'investissement communautaire discret. Il mentionnait mon don de 460 000 euros aux programmes artistiques des écoles publiques de Paris. Il me citait en disant « Mon grand-père croyait en l'investissement dans les communautés, pas en l'extraction de celles-ci. » Je poursuis cette philosophie. C'était un petit article, enfoui en page 3 de la section Affaires, mais à Paris, tout le monde lit le journal du dimanche. Juliette l'a vu sur Facebook en premier. Une ancienne camarade de promotion l'a identifié avec une capture d'écran. N'est-ce pas ton ex-mari? Puis une autre identification, et une autre. Son LinkedIn a explosé de notifications. Quelqu'un de son réseau a posté, impressionnant de voir les chefs d'entreprise locaux donner la priorité à la communauté. Henri Chevalier donne l'exemple. Sur Instagram, une fille de son cours de yoga a posté une story avec l'article « Attends, ton ex? C'est Chevalier? Ma fille, non.
Les textos ont commencé à arriver de sa cousine. Tu l'as quitté? Es-tu folle? De sa colocataire de l'université. Je viens de voir l'article sur Henri. Je n'avais aucune idée qu'il venait de ce genre de famille. De sa tante. C'est vraiment dommage pour le divorce. Puis sa mère a appelé à 9 h du matin, la voix tranchante et accusatrice. Juliette Marie Martin, s'il te plaît, dis-moi que tu ne le savais pas. Je ne le savais pas, maman. Comment peux-tu vivre avec quelqu'un pendant 7 ans sans savoir qu'il est un blanchard? Il n'a jamais rien dit. Il travaillait dans une organisation à but non lucratif. Lui as-tu déjà posé des questions sur sa famille, ses antécédents, son deuxième prénom? Silence. Oh mon Dieu, a dit Isabelle. Tu ne l'as pas fait. Tu as juste supposé qu'il n'était personne. Juliette a cessé d'aller au yoga, a cessé de poster sur Instagram, a commencé à filtrer tous ses appels. Elle s'est assise dans l'appartement, celui qu'elle s'était battue pour garder, et il semblait énorme et vide. Elle a cherché mon nom sur Google de manière obsessionnelle, a trouvé des registres de propriété, des dépôts d'entreprise, une nomination au 41h40 de Paris Match d'il y a 3 ans dont elle n'avait jamais eu connaissance. Chaque résultat de recherche était un autre rappel de ce qu'elle avait manqué, de ce qu'elle avait rejeté, de ce dont elle s'était éloignée. Au travail, son directeur a mentionné le don à l'école de manière décontractée alors qu'il discutait de partenariats communautaires. C'est le genre d'investissement que nous devrions faire, a dit le directeur. Et, tu n'as pas dit que le nom de ton ex-mari était Henri Chevalier? La gorge de Juliette s'est asséchée. Une autre personne. Le directeur a sorti l'article sur son téléphone. On dirait le type sur cette photo de mariage sur ton bureau. Je dois passer quelques appels, a dit Juliette, et elle s'est éloignée. Elle a retiré la photo de mariage de son bureau cet après-midi-là. L'a mise dans un tiroir. N'a pas tout à fait réussi à la jeter. 3 mois après notre séparation, une enveloppe est arrivée à mon appartement, adressée à la main dans l'écriture distinctive et bouclée de Juliette. Pas d'adresse de retour, mais je savais. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de son papier à lettres personnelles, le genre avec son monogramme qu'elle avait commandé sur mesure dans une boutique en ligne. La note était courte. Henri, je ne vais pas t'insulter en demandant une autre chance. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai jeté. Je pensais que tu étais petit parce que tu étais silencieux. Je pensais que tu étais pauvre parce que tu étais content. Je pensais que tu étais faible parce que tu ne te défendais pas. Je me suis trompé sur tout. Tu n'étais pas petit. C'était moi. Je l'ai lu debout près de la fenêtre, je l'ai plié soigneusement, je me suis dirigé vers le petit classeur que je gardais dans le placard. À l'intérieur se trouvait un tiroir étiqueté « Archives, notre licence de mariage », de vieilles déclarations de revenus, une photo de notre lune de miel à Deauville. Nous deux plus jeunes, souriant, sa tête sur mon épaule. J'ai glissé la lettre avec le reste. J'ai fermé le tiroir. Je n'ai pas répondu. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. La reconnaissance elle-même est la fin. Elle avait besoin de le dire. J'avais besoin de le classer. Nous avons tous les deux obtenu ce dont nous avions besoin. J'ai préparé le dîner ce soir-là, des pâtes à l'huile d'olive et à l'ail, comme je les aimais. J'ai regardé un documentaire sur l'urbanisme. Je me suis couché tôt. Le lendemain, j'avais une réunion avec l'autorité du logement de Paris sur l'initiative de logement abordable. La lettre de Juliette était dans le tiroir avec le reste de notre histoire, fermée. 6 mois après que notre séparation soit devenue officielle, la Fondation communautaire de Paris a organisé son gala annuel de collecte de fonds à l'hôtel Ritz. J'ai été invité en tant que donateur majeur. Le don à l'école m'a qualifié pour le cercle des dirigeants, ce qui signifiait une place à l'une des tables de devant et mon nom dans le programme. J'ai acheté mon premier costume cher pour l'occasion, gris anthracite, sur mesure, mais rien de tape à accent grave-l'œil. J'ai toujours conduit la Clio à l'hôtel. Je l'ai toujours garée dans le garage à côté des Audi et des Mercedes. La salle de bal était élégante à l'ancienne manière de Paris, lustre en cristal, nappe blanche, argenterie partout. 200 personnes en cravate noire parlant d'impact communautaire et de dons durables. Je connaissais quelques personnes de mon travail à la fondation. Ils me traitaient différemment maintenant.
pas grossièrement, pas obséquieusement, juste avec une nouvelle couche de respect que je n'avais pas gagnée avant que l'argent ne devienne public. La directrice exécutive m'a trouvé pendant le cocktail. Henri, je voulais te remercier encore pour le don à l'école. C'est vraiment transformateur. Je suis content que ça aide. Resteras-tu avec nous à la fondation? Je sais que tu as d'autres obligations maintenant. J'aimerais bien, si vous m'acceptez. Elle a souri. À 35 000 € par an. J'ai souri en retour. Ça semble juste. Plus tard dans la soirée, on m'a demandé de dire quelques mots sur l'investissement communautaire. Je me suis tenu au podium, regardant la foule, et j'ai été bref. Mon grand-père disait que la vraie richesse n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas. Elle n'en a pas besoin. La vraie richesse, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. Les bâtiments que vous entretenez. Les locataires que vous traitez équitablement. Les quartiers dans lesquels vous investissez, non pas parce qu'ils sont rentables, mais parce qu'ils sont chez vous. Je suis honoré de poursuivre son travail. Non pas parce que j'ai hérité de biens immobiliers, mais parce que j'ai hérité de valeurs. Les propriétés ne sont que des outils. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons avec elles. Les applaudissements ont été polis, chaleureux, sincères, rien de dramatique, juste une reconnaissance. Je me suis rassis, j'ai pris un autre verre de vin, j'ai parlé avec quelques personnes du développement immobilier, des programmes scolaires et de l'avenir de Paris. C'était une bonne soirée. Juliette n'était pas là. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit, mais j'ai appris plus tard, par le même réseau d'amis et de connaissances qui avait véhiculé tant d'informations sur ma vie, que quelqu'un lui avait envoyé une photo. Moi au podium, costume anthracite, à l'aise, à ma place. Le message disait, « J'ai pensé que tu devrais voir ça. » Elle a regardé la photo pendant longtemps, m'a-t-on dit. Puis l'a supprimée. C'est verser un verre de vin de la section bon marché de Carrefour, le genre qu'elle se moquait de moi d'acheter. S'est assise par terre dans l'appartement qu'elle ne pouvait pas tout à fait se permettre de garder, et a finalement compris ce qu'elle avait perdu, non pas l'argent, mais l'homme qu'il avait et n'avait jamais eu besoin de le prouver. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans mon studio de Belleville, j'ai garé la Clio dans la rue, j'ai préparé une tisane à la camomille dans ma petite cuisine, je me suis assis dans le fauteuil usé que j'avais acheté à la friperie pour 40 €. Demain, je rencontrerai les gestionnaires immobiliers au sujet du calendrier de rénovation de Montmartre. La semaine prochaine, je travaillerai mes heures régulières à la fondation. Le mois prochain, j'examinerai les relevés trimestriels et je déciderai quoi faire du surplus. Je continuerai à vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que tout le monde attendait. Les gens supposent que la vengeance signifie faire souffrir quelqu'un, que cela nécessite une confrontation, une explication, une grande révélation où vous pouvez voir la reconnaissance poindre sur leur visage. Mais la meilleure vengeance n'est pas la douleur, c'est la paix. C'est construire la vie que vous alliez toujours construire, avec ou sans eux. C'est les laisser réaliser ce qu'ils avaient seulement après avoir perdu la chance de le garder. Juliette voulait quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un dont la valeur pouvait être mesurée en salaire, en statut et en capacité de s'offrir de bons restaurants sans vérifier les prix. Elle avait quelqu'un de réel, quelqu'un dont la valeur était mesurée de différentes manières, par différentes métriques, pour différentes raisons. Elle a mal choisi, et j'ai choisi de la laisser faire. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste de la